Rendez-vous sur Alliance 92 avec notre émission, plutôt la vôtre, chers auditeurs, en barreau. Et pour cette semaine, donc, on reçoit un juriste en la personne de Erla Zaimbik. Bonjour à vous. Bonjour Priska. Oui, tout compte fait, il a été bel et bien décidé, presque même d'un commun accord, qu'il faut passer aux élections avec un mois en plus, anticipé, et en tenant compte également des lois électorales, de tout ce qui est donc ingrédient de notre loi électorale. Et d'ailleurs, la première qu'il faut retenir, c'est que l'élection du président de la République a lieu 30 jours au moins, et 60 jours au plus avant l'expiration du mandat en exercice. Donc c'est ce qui s'était passé pendant quand même un certain bout de temps, si on parle de chronologie. Et puis il y a eu candidatures qui se sont présentées, et nous sommes arrivés à un nombre quand même de 36 après, si l'on revient un peu sur l'histoire, donc après une quarantaine qui a été présentée initialement. Et plus les jours passés, nous sommes arrivés à la campagne propagande des 36 candidats. Actuellement, nous sommes à près de 15 jours de l'élection en soi-même. Il y a chamboulement, on parle de loi, on parle de souveraineté, on parle de cas de force majeure, on parle de reculer l'anticipé. Mais tout cela tourne autour, encore une fois, de loi électorale, de liste électorale. Franchement, vous, en tant que juriste, à quel sein se vouer actuellement ? Alors, je vous remercie de vos remarques. Je vais pas dire de vos questions, mais de vos remarques très pertinentes. Je vais procéder par un compte à rebours, je pense. Nous savions tous très bien que le 26 janvier 2019, que nous le voulions ou non, nous devrions avoir un nouveau président qui prêterait serment donc devant la Constitution malgache. Alors, pour parler de cette élection dite anticipée, je pense que oui, elle est anticipée, mais seulement d'un mois. Pourquoi je dis cela? Parce que c'était par rapport à la crise latente, donc entre les 73 députés et le gouvernement, donc que l'HCC a ordonné le 25 mai qu'il fallait passer aux élections présidentielles, mais d'une manière anticipée. Normalement, donc, les élections présidentielles auraient dû se tenir courant novembre 2018. Pourquoi je dis cela? Parce que là, donc, nous avons vu depuis quelque temps, depuis une dizaine de jours, que y a 25 candidats aux élections présidentielles qui demandent à ce que la liste électorale soit épurée, qu'elle soit réouverte et que par conséquent donc les échéances électorales prévues se tenir ce 7 du mois à venir donc seront forcément reculées. Pourquoi je dis cela? Parce que il est vrai que la HCC a ordonné donc la tenue de ces élections présidentielles anticipées, mais en tant que citoyen malgache, premièrement, en tant que membre d'organisations de société civile et surtout en tant que politicien et responsable de partis politiques, nous n'allons pas prendre nos responsabilités seulement durant les échéances électorales. Nous savons tous très bien que les listes électorales donc sont révisées annuellement le 30 décembre du mois de l'année passée jusqu'au 15 mai de l'année suivante. Par exemple, j'ai entendu dire qu'un politicien qui s'est porté candidat, lui, à partir du 1er janvier donc de cette année 2018, il a fait inscrire sur la liste électorale tous ses fidèles qui avait donc atteint l'âge de 18 ans. Pourquoi lui, il a pu anticiper? Pourquoi les autres, donc, en tant que futurs candidats, ils n'ont pas pu anticiper? Eh bien, la raison est que ce sont tous des opportunistes, au fait. Ils ne se sont pas préparés aux élections présidentielles à venir, mais c'est grâce à la crise qui s'est tenue, donc qui a eu lieu et, à partir de la décision de la HCC du 25 mai, qu'ils ont tous décidé après coup que voilà,
on va participer aux élections présidentielles. Pourquoi ils ont tout de même accepté de déposer leur candidature qui a été validée par la HCC, et c'est après coup aussi qu'ils ont réclamé donc la réouverture de la liste électorale, tout en sachant que c'était contraire à la loi 2018-008 qui stipule, qui dispose que voilà, la liste électorale ne peut pas être réouverte exceptionnellement en dehors de la période que nous avons citée tout à l'heure. Et c'est pour ça que je vous dis que finalement, on constate qu'il y a une volonté réelle de faire en sorte que les élections anticipées donc ne puissent pas se tenir le 7 du mois de novembre à venir, ou pourquoi pas exceptionnellement, donc qu'il n'y ait pas élection présidentielle cette année. Tout simplement. Tout simplement, oui. Et je pense que les candidats, c'est là qu'ils veulent en venir. Mais n'empêche quand même, ils sont assez nombreux. Hein. Ils sont assez nombreux, oui, mais est-ce qu'ils ont assez de légitimité aussi par rapport à ça? Ce sont les urnes qui vont parler, qui vont leur octroyer leur légitimité ou non. Ils ne peuvent pas parler au nom du peuple malgache tout en disant oui, nous, on fait partie de la majorité des candidats aux élections présidentielles, donc on a la légitimité. Non, ce sont les urnes qui vont nous dire qui est légitime, qui n'est pas légitime. Par rapport au terme même qu'ils utilisent aujourd'hui, si l'on parle de souveraineté, les autres candidats sont où alors à travers cela? Ils continuent leur chemin, mais est-ce que le poids de ces une vingtaine de candidats, comme vous le dites très bien, vous l'avez signalé, ne fait pas le poids par rapport à une souveraineté si on parle d'élection? Alors est-ce que ça mérite quand même d'être tenu cette rencontre? Oui, en tant qu'accord politique, donc de personnes de droit privé, ils ont toujours la faculté de faire ou de ne pas faire donc cette rencontre, et de conclure ou de ne pas conclure un quelconque accord politique. Oui, ça ne va pas lier ni l'État ni le peuple. Mais même moi, par rapport à l'appellation donc conférence souveraine, je me pose des questions. Qu'est-ce que la souveraineté? Il y a toutes sortes de souverainetés. Hein. Il y a la souveraineté nationale de l'État par rapport aux autres États étrangers. Il y a la souveraineté populaire, c'est-à-dire donc c'est au peuple de décider qui va les diriger. Mais quand on parle de conférence souveraine, je pense que c'est une nouvelle appellation qu'on tente donc de faire entrer dans la psychologie sociale pour dire que oui, c'est la majorité des candidats qui réclament donc la tenue de cette conférence. Par conséquent, donc, la conférence est dite souveraine. Peut-être le mot qui est derrière cela, c'est la démocratie, dont on a le droit de parler, on a le droit de... On a le droit de parler, mais on n'a pas le droit de parler au nom du peuple si on n'a pas la légitimité nécessaire. Et comme je le dis, à travers une vraie démocratie, c'est toujours les urnes qui doivent parler. Donc il y a un commencement à tout? Il y a un commencement à tout, mais je pense que il faut mettre un frein à tout cela. Comment? Nous sommes dans la période de campagne électorale pour entamer donc le premier tour des élections présidentielles. Bon, la loi, elle est claire. La loi électorale, elle est claire. À partir du moment où la candidature a été déclarée recevable par la HCC, on ne peut pas déposer sa démission. On ne peut pas non plus procéder à une candidature de substitution. Contrairement donc à la loi électorale de 2012, à travers laquelle donc on a organisé les élections de 2013 et de 2014. C'est pour ça que je dis que à partir du moment où ils ont accepté donc d'être déclarés candidats aux élections présidentielles, ils doivent jouer à une règle de jeu assez transparente. Il faut entamer la campagne électorale, il faut éclairer le peuple donc par rapport au projet de société, par rapport à ce que eux ils veulent faire une fois qu'ils accéderont au pouvoir, et non pas avoir des velléités donc de report des élections ou des velléités d'annulation de ces élections. C'est impossible, ce n'est pas sérieux. Il a été même question de faire valoir dans leurs arguments, l'HCC n'est plus tenable, le gouvernement doit être révisé ou sinon même dissous, et la création aussi de la cellule électorale spéciale, tout cela, ce sont toujours des termes quelque part dans un sphère juridique plutôt. Je suis constitutionnaliste conformiste. C'est vrai, j'ai fait partie donc de la Cour électorale spéciale en 2013-2014, oui, mais c'était des circonstances exceptionnelles.
Et n'oublions pas que la mise en place de la Cour électorale spéciale, donc, a été faite à cette époque-là, bien avant les élections. Et ça a été fait aussi par voie d'ordonnance du président de la transition. Aujourd'hui, la loi électorale elle-même dispose qu'il est interdit de dénigrer les organismes donc, qui sont en charge des élections. Moi, je pense que évoquer le fait que la HCC ou la CENI ne sont pas dignes de confiance durant une campagne électorale, c'est contraire à la loi et c'est pénalement répréhensible. Ça, il faut le dire, premièrement. Deuxièmement, comment mettre en place une cour électorale spéciale? Quand on avait mis en place donc les deux cours électorales spéciales en 2013-2014, la première et la deuxième, c'était donc sur la base de critères politiques. C'est-à-dire qu'il y avait des membres de la cour électorale spéciale qui ont été désignés par les membres, par les partis politiques signataires de la feuille de route. Par la suite, il y avait des membres de la Cour électorale spéciale qui ont été élus par la majorité donc de l'Assemblée générale des magistrats de Madagascar. C'était donc une cour juridico-politique. Mais bon, on a quand même essayé d'éviter la guerre civile. On a quand même pu terminer normalement donc sans casse et les élections présidentielles et le second tour des élections présidentielles jumelé donc avec les élections législatives. Là, on est dans un contexte vraiment différent. Oui. Il est vrai que depuis 2014, la HCC a sorti donc des décisions imparfaites. Oui, elle a fait aussi des interprétations très extensives de la Constitution. Oui, mais je pense que c'était plus pour régler donc des situations que la Constitution elle-même, elle n'a pas prévu. C'était ça, au fait, la problématique, et c'était ça aussi l'objet, donc, des décisions prises par la HCC. Aujourd'hui, on va dire que oui, on va suspendre, donc, la HCC qui est juge constitutionnel, mais en même temps juge électoral. On va suspendre aussi, donc, la CENI qui, elle, a suppléé le ministère de l'Intérieur pour l'organisation matérielle des élections, mais c'est la CENI, donc, qui va déclarer provisoirement les résultats des élections présidentielles. Moi, je pense que ça va encore nous entraîner un peu plus vers, je ne vais pas dire vers la non-acceptation totale des résultats des élections, mais je pense qu'il y aura un problème de crédibilité par rapport à tout cela si on va encore créer une juridiction juridico-politique qui va essayer de trouver des solutions donc, par rapport à cette crise-là. En partant donc de ces faits que vous avez très bien cités, qu'est-ce qu'on entend alors désormais par élection crédible à travers une liste électorale quand même qui a été contestée par des candidats, mais qui, comme vous l'avez dit aussi annuellement, est à réviser. Comment aboutir donc? Quel process? Comme un politicien le disait si bien, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Par rapport à l'organisation d'une élection crédible, je parle d'organisation d'abord, je ne parle pas de résultats. Ça, c'est encore autre chose. À la base, il y a la liste électorale, il y a donc la désignation des bulletins, la désignation des bureaux de vote. C'est ça la base. Qui va établir la liste électorale? Qui va proposer donc ces désignations de bureaux de vote? Ça va toujours partir du président du Foukountan. Nous avons vu que les présidents du Foukountan sont des personnalités nommées ou désignées. Or qu'à la base, la Constitution prévoit que le chef du Foukountan ou le président du Foukountan doit être le représentant d'une collectivité territoriale décentralisée, donc un élu par l'ensemble des membres du Foukountan. C'était donc ces présidents du Foukountan qui ont essayé d'établir les listes électorales pour chaque Foukountan. C'est eux aussi donc, avec la participation active de la CENI, qui ont établi aussi cette désignation des bureaux de vote. C'était ça à la base au fait. Pourquoi nous n'avons pas réclamé donc la transparence, premièrement, pour les élections des chefs de Foukountan? Parce que n'oublions pas qu'il y a eu une jurisprudence de la juridiction administrative qui a stipulé que toute désignation, toute nomination du chef Foukountan devait être nulle. Nous ne l'avons pas réclamé. Deuxièmement, il y a eu donc l'établissement de ces listes électorales. Pourquoi à cette époque-là, donc,
nous n'avons pas fait tout le nécessaire pour pouvoir épurer, donc pour pouvoir rendre transparente la liste électorale. Nous ne l'avons pas fait. Troisièmement, par rapport à l'établissement de ces bureaux de vote. Là, je pense qu'en 2013-2014, il y avait à peu près 19 000 ou 20 000 et quelques bureaux de vote. Là, on était à 25 000 et il paraît que, bon, j'ai pas encore la liste avec moi, on en est à 29 000 actuellement. Sans savoir exactement où se situe. Sans savoir exactement. La loi électorale, elle dispose que quelques semaines donc avant la tenue des élections, la CENI a l'obligation de placarder et d'émettre dans les journaux, dans le journal officiel, la liste et l'emplacement donc de chaque bureau de vote. Jusqu'à aujourd'hui, cela n'a pas été fait. Mais pourquoi on n'a pas réclamé à la base donc la transparence par rapport à tout ce que j'avais dit tout à l'heure? Ensuite, nous allons parler donc du déroulement des élections. Là, la loi électorale, elle dispose aussi que chaque candidat a la faculté de désigner donc tout au plus 2 membres de ses représentants par bureau de vote. Oui. Comment est-ce que ces candidats donc vont pouvoir procéder à tout cela? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas demandé à ce que la loi électorale, donc quand ça a été contesté au niveau de l'Assemblée nationale, pourquoi il n'y avait que les 73 députés qui ont réclamé donc à ce qu'on révise ces lois électorales? Pourquoi, quand la HCC a invalidé donc certains articles des lois que j'ai évoquées tout à l'heure, pourquoi est-ce que les politiciens ils se sont pas levés pour dire que non, il fallait pas tout de suite promulguer ces textes en l'état, mais qu'il fallait donc les rediscuter au niveau de l'Assemblée nationale et après au niveau du Sénat. Mais c'est seulement après coup, quand on voit donc qu'on a des difficultés pratiques pour réaliser une bonne campagne et pour pouvoir donc accéder à la magistrature suprême, qu'on devient un peu subjectif et qu'on évoque toutes ces problématiques qu'on aurait pu évoquer il y a de cela 2 mois ou 3 mois. Est-ce à dire, Monsieur Erlaz Imbik, qu'il y a quand même un manque de part de responsabilité au niveau des partis politiques, déjà dans l'éducation même du citoyen, parce que ça leur revient si on parle des élections quelque part? Oui, c'est ça le problème au fait, parce que les partis politiques à Madagascar ne sont présents que soit pour demander des sièges au niveau du gouvernement, soit donc lors des échéances électorales. Or que dans les pays démocratiquement, donc qui ont validé les pratiques démocratiques, eh bien les partis politiques jouent un rôle très palpable, très flagrant donc au sein de la nation, et ce donc par rapport à toutes les démarches de tous les jours. Par exemple, il y a des projets économiques ou des projets politiques que le gouvernement en place, donc il propose, et il y a un jeu démocratique qui se met en place. Les partis politiques donc proposent des solutions où ils font des remarques par rapport à cela, mais c'est pas le cas du tout pour Madagascar. On est plutôt temporel alors. On est très temporel, oui. Toujours de cette organisation, si nous sommes donc en attente des résultats, les lois que l'électeur doit savoir par rapport au déroulement même de cette élection. Est-ce qu'il y a des lois qu'on doit connaître, basiques s'il le faut, pour être quand même en phase avec la continuité jusqu'au résultat? Il y a cette loi 2018-008 par rapport au cadre général donc sur les élections et les référendums. Il y a aussi la loi 2018-009 qui est spécifique aux élections présidentielles. C'est tout à fait clair, hein. Je pense que parmi les textes de loi qui ont été supprimés, qui ont été invalidés par la HCC, il y avait donc l'article qui disait que normalement, quand on allait donc effectuer au décompte des voix à la fin, donc à la clôture de la journée du vote, normalement, ça ne pouvait pas se faire donc sur un tableau. Et ça a été invalidé par la HCC. Et là, c'est obligatoire que le décompte se fasse publiquement et sur un tableau, donc au vu et au su de tout le monde. Ça, c'est très important. Il y a aussi donc le fait que ce sont des magistrats qui sont responsables des sections de recensement matériel de vote. C'est-à-dire que il y a un ensemble de bureaux de vote qui va acheminer donc leurs résultats après décompte auprès de ces sections de recensement matériel de vote. Qu'est-ce qui va se passer?
entre la clôture des opérations de décompte au niveau des bureaux de vote et l'acheminement donc des procès-verbaux auprès des sections de recensement matériel de vote. Oui, parce que d'habitude donc les opérations occultes se passent durant ce trajet-là. Et là donc il faut toujours sécuriser. Là on a à peu près 30 000 bureaux de vote. Ce sera très difficile à sécuriser. La nouvelle loi aussi donc avait dit que tous les procès-verbaux, aussi bien ceux établis donc au niveau des bureaux de vote que ceux entre les mains donc des représentants des candidats, ont les mêmes valeurs juridiques. Qu'est-ce qui a engendré la crise de 2002? C'était ça. C'était ça, en fait. Ça n'avait pas les mêmes valeurs juridiques. Et là, je pense que c'était quand même une bonne chose de pouvoir dire qu'ils ont les mêmes valeurs juridiques, mais il faut essayer de sécuriser donc tout cela, c'est-à-dire à partir de la clôture et la signature de ces procès-verbaux jusqu'à l'acheminement donc auprès des sections de recensement matériel de vote. Comment aussi faire en sorte qu'il n'y ait pas de grand décalage par rapport aux résultats qui seront publiés par la CENI, des résultats provisoires, oui, et les résultats définitifs donc, qui seront proclamés par la HCC. Parce que là où nous avons vu la problématique qu'il y avait eu en Côte d'Ivoire à cette époque-là, la CENI, elle a prononcé autre chose, la Cour constitutionnelle ivoirienne, elle a prononcé autre chose, et puis ça a engendré une crise. Il faut aussi donc qu'elle soit d'accord par rapport à ces traitements des résultats. Pourquoi je dis ça? Parce que la CENI n'a pas le droit de traiter ou de juger les résultats des votes ou des élections. C'est la HCC donc qui a cette prééminence parce que elle est juge électorale. Elle a le droit de retrancher ou d'annuler certaines voix obtenues par les candidats. Elle a même le pouvoir donc de déchoir certains candidats. Donc là, peut-être que ça va générer des incompréhensions. Il faut savoir gérer tout cela aussi. Si vous donnez note à notre loi électorale, sur une échelle de 1 à 10, je donnerai 4 ou 3. C'est une loi tout à fait incomplète et imparfaite. On peut l'améliorer. À ce stade-là, on ne peut plus rien faire, je pense. Sauf pour les élections à venir. Sauf pour les élections à venir, mais n'oublions pas qu'il y a des lois spécifiques. Pour la loi 2018-008, c'est un cadre général, donc elle peut être appliquée donc, à toutes sortes d'élections. Pour la loi 2018-009, elle est spécifique aux élections présidentielles, donc on ne pourra plus rien faire après. Là, vous êtes un peu pessimiste sur la matière, mais en Barreau se termine très rapidement, les minutes passent, mais quand même, Madagascar donc va entamer ici dans près de 15 jours cette élection présidentielle, après que d'autres pays d'Afrique aussi ont effectué les leurs. Madagascar, si on parle de l'électeur, cette élection a-t-elle une grande valeur aussi si on parle sur le continent africain? Oui, cette élection a une grande valeur par rapport à tout ce qui s'est passé sur le continent africain. Pourquoi? Parce que c'est la suite logique au fait des cadres spécifiques déployés par la communauté internationale pour les résolutions de crise, donc notamment par rapport aux transmissions de pouvoir non démocratiques en Afrique. C'est une continuité logique. Si il y a un problème par rapport à cela, donc à Madagascar, je pense qu'il y aura aussi un problème par rapport à ce cadre global qu'a mis en place la communauté internationale par rapport à la résolution des crises dont j'ai évoqué tout à l'heure. Alors, par rapport aux enjeux donc de l'électeur malgache, je pense que nous avons constaté durant cette dernière mandature que on a eu des problèmes donc sur le plan de la bonne gouvernance, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique. Et c'est à l'électeur malgache, à chaque électeur malgache, donc, de protéger cette faculté démocratique de pouvoir choisir le président qu'il veut pour les 5 années à venir. Et je pense que c'est ça, donc, l'enjeu par rapport à la crédibilité, à la transparence de l'élection. C'est pour faire en sorte que les résultats soient le reflet de la volonté, donc, et du choix de chaque électeur. Vous êtes d'accord par rapport à une personnalité aussi qui avait dit il faut voter, sinon quelqu'un votera à votre place?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il faut voter et il faut savoir voter. Merci à vous. C'était sur Ambaro, Erlaz Imbik. Alliance 92 vous remercie pour votre intervention. Je vous remercie également.